Donc, le docteur Sandrine Lambert va nous faire un point sur les données récentes de la recherche fondamentale et les thèses qui sont soutenues par l'association. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je m'appelle Sandrine Lambert, je suis directrice de recherche à l'INSERM. Et mon laboratoire est sur Grenoble. J'anime une équipe de recherche d'une quinzaine de personnes et ça fait une vingtaine d'années qu'on travaille sur la maladie de Huntington. Je vais vous parler, comme l'a dit Marc Itambou, des données récentes de la recherche fondamentale et des travaux de thèse qui sont soutenus pour la HF. Parce que comme cela a été mentionné par Marc Itambou, effectivement, c'est une des particularités de la HF, c'est que c'est la seule association de patients Huntington en France qui finance la recherche fondamentale. Première diapositive. Voilà, alors je vais reprendre un peu ce qu'Anne-Catherine Bachoulévy vous a montré. Moi, mes dessins, ils sont encore plus bébés. C'est comme vous le savez, hein, le gène à l'origine de la maladie de Huntington, ça code pour la protéine Huntingtin. Et comme on le voit dans la Huntingtin normale, qu'on peut appeler aussi Huntingtin, qui s'appelle aussi Huntingtin sauvage, il y a cette petite région en rouge qui est une répétition normale d'un trinucléotide, vous avez dû entendre parler de CAG, et il y a comme un bégaiement au niveau du gène muté, puisque ce trinucléotide, il va être anormalement répété pour conduire à la production d'une protéine avec la petite modification en bleu, où on a cette région, ce bégaiement, il se reproduit au niveau de la protéine et on va avoir production d'une huntingtin mutée. Et comme vous l'avez entendu, donc chez quelqu'un qui est porteur de ce gène, il va exprimer 50% de huntingtin normale et 50% de huntingtin mutée. On peut passer à la diapositive suivante. Alors, comme cela a été dit aussi, je répète un peu, la huntingtin normale, c'est une protéine, alors que ça, c'est une petite diapositive qui récapitule 20 ans de recherche fondamentale. Donc, la huntingtin normale est importante pendant le développement, c'est-à-dire qu'on en a besoin de façon globale pour se développer. Un être humain ne peut pas naître s'il n'a pas de huntingtin du tout. Mais de façon globale, si on diminue ces niveaux, par exemple, pendant le développement du cerveau, on va avoir un développement qui se fait de façon un petit peu anormale. Et comme l'a dit Anne-Catherine, la huntingtin normale, elle a des grosses propriétés pro-survie, c'est-à-dire elle permet que les cellules du cerveau, notamment les neurones, puissent résister contre différents stress. Si on enlève cette huntingtin par des approches techniques qu'on fait en recherche fondamentale, les cellules vont être beaucoup plus stressées. Quand il y a cette modification qui est à l'origine de la maladie de Huntington, on va donc conduire à la maladie de Huntington et on va avoir toutes ces fonctions de la huntingtin normale qui sont altérées, il va y avoir une dysfonction qui fait que les processus cellulaires, les neurones vont souffrir, être un peu moins bien, ils vont être dysfonctionnels dans plusieurs événements et on reviendra sur l'un ou l'autre d'entre eux. Et au bout d'un certain moment, quand un neurone est dysfonctionnel pendant très longtemps, il va y avoir toxicité et le neurone va avoir tendance à mourir, à disparaître. Diapositive suivante. Donc, je voulais revenir sur ce qu'on vient de discuter longuement et qui effectivement est le sujet en ce moment dans la communauté. C'est qu'on a fondé énormément d'espoir sur les approches thérapeutiques par la réduction des niveaux de huntingtin. Alors, dans la partie du haut, parce que vous ne voyez pas mon pointeur, hein, j'imagine. Non. Dans la partie du haut, on voit une situation d'une personne qui est porteur, qui exprime le gène mutant, qu'elle soit symptomatique ou asymptomatique. À droite, on a la huntingtin mutante, à gauche, la huntingtin normale, et donc, en situation normale, on va exprimer 50% de chacun de ces protéines. Donc, des approches telles que celles qui avaient été poursuivies par Roche consistaient à diminuer les deux, la normale, la mutante. D'autres approches qui ont été décrites par Anne-Catherine se focusent maintenant, ciblent plutôt la diminution de la huntingtin mutée seulement. Tout ça par de la thérapie génique, on a vu ça largement tout à l'heure. Moi, je vais plus concentrer ma présentation sur le fait que, au-delà de la thérapie génique, on a d'autres façons au niveau pharmacologique qui, de toute façon, ce sont des approches au niveau recherche fondamentale, sont toujours poursuivies parce que
Même si la thérapie génique marche, ce sont des approches à considérer en parallèle ou en supplément selon le stade de la maladie. Et par ces approches pharmacologiques vont aussi traiter la huntingtine mutée, mais d'une façon un petit peu différente. On peut imaginer, par exemple, d'en diminuer les niveaux en jouant sur son expression avec des molécules. On peut aussi imaginer en diminuer les niveaux en provoquant sa dégradation accélérée. L'autre chose aussi qu'on peut faire, c'est qu'on peut garder la huntingtine mutante et injecter des molécules qui vont la modifier de façon à ce qu'elle retrouve les propriétés de la huntingtine, la fonctionnalité de la huntingtine normale. C'est-à-dire qu'on aura de la huntingtine mutante et normale, mais la mutée aura les mêmes fonctions que la normale. Et la dernière chose qu'on peut faire au niveau pharmacologique, c'est qu'on peut garder cet environnement avec la huntingtine normale et mutée, qui crée dans la cellule plusieurs dysfonctions, et aller traiter ces dysfonctions-là pour que la cellule puisse faire face à la huntingtine mutée. Donc, au niveau de la recherche, on a quand même plein d'espoir que, en plus de la thérapie génique, qui est toujours une approche de choix, mais qui peut montrer certaines limitations, pour progresser dans les traitements. Et c'est le point que je veux faire avec vous sur la diapositive suivante. Voilà. Où j'ai essayé de vous lister un petit peu les avancées récentes en recherche et comme une fois n'est pas coutume, de mettre surtout en avant ce qui a été fait en France, qui est au top de ce qui peut être fait au niveau mondial. Et je vais vous parler de 4 choses, 4 points. Je vais vous parler, je trouve que ces dernières années, on en a discuté avec les collègues du comité scientifique, ce qui a le plus été marquant, c'est les avancées sur les mécanismes d'évolution de la maladie. Alors, on va parler un peu de développement cérébral, on va parler de la fonction de la huntingtine normale et comment elle est dysfonctionnelle dans Huntington, et puis de l'altération du métabolisme et des régulations génétiques et épigénétiques dont quelqu'un avait posé une question. Ces 2 derniers points, ça fait partie intégrante de projets qui ont été financés par l'association Huntington France, donc je vous montrerai aussi une diapositive à ce niveau-là. Donc, j'ai listé les laboratoires. J'essaie de rester le plus large possible, mais je suis toujours disponible, si certains patients le savent, si vous voulez plus d'informations scientifiques, des articles, même visiter l'équipe, le laboratoire. Donc, diapositive suivante. Donc, ces dernières années, une des choses qui a été pas mal travaillée, c'est la notion du développement embryonnaire, cérébral du cerveau, où on s'est rendu compte, plusieurs équipes dans le monde et en France, celle de Christian Néry, Alexandra Dur et la mienne, qu'en fait, la protéine, donc ce qu'on sait, c'est que la protéine huntingtine normale et mutée, elle est exprimée dès le début de la vie embryonnaire. Et on s'est rendu compte en regardant chez des embryons, donc avant la naissance, que le fait d'avoir cette protéine, une demi-dose de huntingtine mutée, ça allait déjà entraîner des anomalies du cerveau. Mais ces anomalies sont très subtiles et elles sont très rapidement compensées. Et il va y avoir toute une large phase pendant le développement postnatal et le stade présymptomatique où on a une compensation de ces petites anomalies qui existent. D'accord ? Avant, un mécanisme de perte de cette compensation. Et donc, de plus en plus d'études s'intéressent à caractériser tous ces mécanismes de compensation et de perte de compensation, parce qu'on pense que si on pouvait aider la compensation initiale et éviter certaines pertes de compensation, on pourrait retarder le début de la maladie. Et je reviens à une des questions qui a été posée à Anne-Catherine Bachot-Lévy, que c'est dans ce sens-là qu'il y a énormément d'études en France et à l'étranger qui effectivement s'intéressent au stade présymptomatique parce qu'on se rend compte de plus en plus que le plus tôt on pourra traiter, le mieux cela risque d'être. Diapositive suivante. Donc là, sur cette diapositive, je voudrais vous illustrer le concept de cette notion de la fonction de la huntingtine normale et de la dysfonction. Donc, sur la gauche, on voit, vous avez déjà eu ce genre d'illustration, je pense, où vous savez que la huntingtine, c'est une molécule qui est capable de transmettre des signaux en transportant des molécules et des molécules notamment de survie. Et c'est pour ça que Anne-Catherine l'a dit tout à l'heure, je l'ai dit au début, c'est une molécule qui a plutôt tendance à avoir un effet neuroprotecteur, à être pro-survie.
Elle va transporter des facteurs de survie et c'est particulièrement important pour les neurones puisque dans un neurone, il faut transporter sur des très longues distances. Et grâce à ces transports, elle va permettre une bonne communication entre les cellules. Et quand il y a la mutation qui conduit à la maladie de Huntington, le transport, il est un peu ralenti, il se fait moins bien, ce qui va rendre la cellule dysfonctionnelle et ce qui va faire qu'elles communiquent moins bien entre elles et à la fin, ces réseaux marchant moins bien vont avoir tendance à être dysfonctionnels et à dégénérer. Alors, une approche thérapeutique, donc il y a plusieurs molécules dont nous pourrions discuter, qui consiste à rétablir ces fonctions de transport. Alors, on peut imaginer les rétablir de plusieurs façons, comme je l'ai dit tout à l'heure. On peut soit jouer directement sur la huntingtine mutante pour faire qu'elle soit à nouveau fonctionnelle dans le transport, ou alors on peut agir sur les autres molécules du transport pour les forcer à mieux transporter, malgré que la huntingtine elle-même soit un petit peu déficiente dans le contexte de la maladie de Huntington. Donc, la suite des travaux de recherche, je vais les illustrer par les soutiens qui ont été faits via l'association Huntington France. Donc, diapo suivante. Donc, vous vous rappelez peut-être qu'en 2018, Carole Escartin a eu un projet, a été financée pour un projet de jeunes chercheurs. Donc, elle s'intéresse à un autre type de cellules que les neurones dans le cerveau, les astrocytes. Et grâce à l'argent de l'association Huntington France, elle a pu, avec une étudiante en thèse qui a soutenu en avril 2019, montrer que ces astrocytes qui sont souvent connus pour être des cellules qui sont soit toxiques, défectueuses, nuisibles aux neurones, en fait, dans le contexte de la maladie de Huntington, pourraient représenter un partenaire précieux pour les soutenir, en fait, et les permettre à mieux survivre. Diapositive suivante. L'association Huntington France a été aussi clé pour financer une fin de thèse d'un étudiant, Isaac Adanielu, qui travaille avec Fanny Moschel sur un effet thérapeutique, le trieptanoïne, qui est, donc je vous ai dit tout à l'heure dans mon petite introduction qu'il y avait des déficits énergétiques et du métabolisme chez les patients. Ça a été d'abord étudié sur des souris Huntington, chez les patients Huntington. Et cette molécule, le trieptanoïne, permettrait de contrecarrer ces déficits et aurait des effets bénéfiques, en tout cas en imagerie cérébrale. Et j'espère qu'à l'avenir, ce type de résultat vous sera présenté dans l'année à venir. Diapositive suivante. Ali Awada a également été soutenu pour une thèse entre 2017 et 2020, une thèse qui a été soutenue en 2021. Lui, il travaille à Strasbourg chez Karim Meriem, dont la spécialité est d'étudier la génétique et l'épigénétique, c'est-à-dire comment s'exprime le code génétique, les régulations de ces deux mécanismes dans le contexte de la maladie de Huntington. Donc, son équipe a montré différents déficits, à identifier des facteurs qui sont impliqués dans ces déficits. Et à nouveau, l'idée à long terme, c'est d'aller, par la caractérisation de ces facteurs, être capable de les contrer, par exemple pharmacologiquement, pour rétablir une génétique et une épigénétique qui ressemblent à une situation contrôle. Diapositive suivante. Alors là, on va revenir au développement cérébral avec la thèse soutenue pour la période 2019-2022 dans le laboratoire de Jérôme Beaufreton qui est à Bordeaux et qui travaille sur le développement, lui aussi, et sur le développement de la connexion cortico-striatale, c'est-à-dire de la région du cortex et du striatum, de la relation entre ces deux régions-là, donc dans des modèles souris de la maladie de Huntington. Et donc, la thèse est en cours, l'étudiante en thèse est Margot Lebouc. Et enfin, sur la dernière diapositive, voilà, il s'agit, cette diapositive illustre la thèse qui est poursuivie en ce moment, donc de période 2020-2023 par Mathilde Loussa dans le laboratoire d'Anselme Perrier. Donc Anselme, ce qu'il fait, cette équipe, enfin l'étudiante, le projet consiste à reconstituer dans des boîtes en fait des réseaux de neurones humains, c'est-à-dire que on prend des cellules de la peau, vous avez entendu peut-être parler de ces techniques
à partir desquelles, à partir de cellules de la peau, on peut redériver des neurones. On peut redériver aussi des autres cellules du cerveau, comme les astrocytes dont nous avons parlé précédemment, pour essayer in vitro, c'est-à-dire en culture, de reconstituer des systèmes qui sont le plus proches de la réalité humaine. Et vous le comprendrez bien, on fait ce genre de choses pour pouvoir tester des molécules pour rétablir des dysfonctions qui sont observées dans le contexte de la maladie de Huntington. Mais là, on va être avec des cellules humaines qui sont plus versatiles, et puis on peut travailler sur des boîtes de Petri, ce qui permet de tester plein de médicaments candidats. Voilà. Donc, dernière diapositive, je vous remercie de votre attention. J'espère avoir pu, avec ce petit aperçu, vous montrer que la recherche en France est très riche. Les progrès sont là. Effectivement, c'est lent, c'est frustrant pour tout le monde, mais je pense que comme l'a dit Anne-Catherine, il y a 20 ans, quand on a commencé, moi, à mon niveau, dans mes tubes, mes souris et mes cellules, à travailler sur cette pathologie, jamais on n'aurait pu penser qu'on irait aussi loin, et on espère que tout ça va bénéficier aux malades, parce que c'est ce qui nous motive au jour le jour. Et je profite bien sûr de cette présentation pour remercier l'association Huntington France, qui soutient activement cette recherche depuis de nombreuses années. Voilà, je vous remercie de votre attention. D'avoir parlé de la recherche en France. Par les temps qui courent, on a un peu trop tendance à critiquer tout ce qui se fait en France et dire que la recherche n'est pas bonne et les laboratoires sont pas bons. Donc c'est très bien d'avoir mis en avant la recherche française. Il y a des questions, on a dit qu'on poserait toutes les questions à la fin des différentes présentations, mais il y a juste une question très ciblée sur ce que vous venez de dire, sur le phénomène de compensation. Est-ce que la compensation s'opère dans la forme juvénile? Alors, c'est vrai que, bon, là, Anne-Catherine serait mieux placée que moi presque pour en parler. C'est sûr que la forme juvénile, qui est une forme plus rare, c'est presque une forme, j'ai envie de dire un petit peu, si je peux prononcer ça, développementale de la maladie de Huntington. Et donc, j'ai du mal à répondre à cette question. Est-ce qu'il y a eu une compensation qui s'est mise en place? Certainement moins facilement. Puisque chez les patients, la majorité des patients qui vont développer leur maladie à l'âge adulte, on a par contre une large phase, en fait, en quelque sorte silencieuse de la maladie de Huntington, qui est réduite dans les formes juvéniles. Maintenant, voilà. Je ne sais pas, Anne-Catherine, est-ce que tu veux intervenir sur… Il y a des phases de compensation, bien sûr, dans les formes juvéniles, et même à des stades avancés de la maladie, il y a toujours des morceaux de compensation dans le cerveau, il y a des synapses qui peuvent se créer. Et on peut considérer ça comme de la compensation. Maintenant, on sait que peut-être une des différences des formes juvéniles par rapport aux formes pas juvéniles, c'est que le cortex, il n'est pas complètement… vous avez un neurone, là c'est mon doigt, autour il y a un manchon, c'est de la myéline, je ne sais pas si on le voit. C'est un truc qui va permettre que ça circule bien comme ça rapidement. Et ben, quand on est jeune, et avant 30 ans, avant on pensait que c'était avant 10 ans, mais maintenant on sait que c'est avant 30 ans, ben, on n'est pas forcément complètement myélinisé de partout. Et donc ça peut se faire. Et chez les gens qui ont la maladie de Huntington, ce processus n'est pas complètement fini, alors que la maladie dans les formes juvéniles a déjà commencé. Et donc évidemment, ça donne des formes un peu différentes de ce qu'on va avoir chez les adultes. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait de la compensation quand même. Alors, insuffisante, bien sûr, sinon les patients ne deviendraient pas malades.